Imaginez 3 générations, 3 vies et 3 types de conseils, chacun promettant la sécurité, chacun se terminant par la même déception silencieuse. On a dit à vos grands-parents d'épargner, à vos parents d'acheter une maison et à vous d'investir. Des mots différents, mais la même illusion. Ce qu'ils avaient tous en commun, ce n'était pas la prudence, c'était la foi, dans des systèmes conçus pour exploiter et non pour protéger. Dans le monde de vos grands-parents, épargner de l'argent n'était pas seulement raisonnable, c'était vertueux. Les gens mettaient une partie de chaque salaire à la banque. Les gouvernements encourageaient cette pratique, les écoles la louaient et les banques l'enveloppaient d'une aura morale. « Économisez pour les jours difficiles », disait-il. « Votre argent fructifiera. » Mais lorsque l'inflation a fait rage dans les années 1970, cette foi s'est révélée vaine. Les prix ont doublé. Les monnaies se sont dépréciées. Au Royaume-Uni, la livre sterling a perdu près de la moitié de sa valeur en 10 ans. Les familles qui pensaient avoir construit une sécurité se sont réveillées pour découvrir que leurs économies fondaient comme neige au soleil. La même histoire s'est répétée dans toute l'Europe. Les Italiens ont vu la lire s'effondrer année après année, jusqu'à ce que ce qu'on appelait autrefois l'épargne devienne une lente érosion. Aux États-Unis, les salaires ne pouvaient plus suivre le rythme des prix, et les dollars que les gens avaient mis de côté pour l'avenir les ont trahis en silence. Ils n'avaient pas pris de risque. Ils avaient obéi. Pourtant, le système a transformé leur obéissance en perte. La leçon était cruelle mais claire. L'argent mis de côté est de l'argent consommé, mais pas par vous. Puis le discours a changé. Lorsque l'inflation a détruit la croyance dans l'épargne, un nouvel évangile est apparu. L'immobilier. La maison est devenue le symbole de la stabilité, la preuve de l'âge adulte, la promesse que le travail acharné pouvait vous protéger du chaos. La brique et le mortier ne perdent jamais leur valeur, disait-on. Les gouvernements l'ont subventionné, les banques l'ont alimenté, et toute une génération a construit son identité autour de lui. Pendant un certain temps, cela a même semblé vrai. Au cours des années 80 et 90, les prix des logements ont grimpé, les familles ont facilement obtenu des prêts et posséder une maison est devenu une attente sociale. En Espagne, la fièvre s'est emparée du pays au début des années 2000. Les promoteurs ont construit des villes de verre et de stuc à crédit et à l'espoir. Les gens ont signé des hypothèques qui allaient survivre à leur jeunesse. Puis la crise de 2008 a frappé. Les prix se sont effondrés. La construction s'est arrêtée en plein milieu. Des quartiers à moitié terminés sont devenus des villes fantômes. L'économie irlandaise s'est effondrée sous le même illusoire, que la dette ne pouvait que rendre plus riche. Au Royaume-Uni, ceux qui avaient acheté au plus fort du boom ont attendu plus d'une décennie pour retrouver la valeur qu'ils avaient payée. Ce qu'on appelait la propriété est devenu une servitude envers une banque. Le rêve était un boulet. Vos parents n'étaient pas imprudents. Ils ont simplement fait confiance au scénario qui leur a été remis et, comme leurs parents, ils ont découvert qu'il avait été écrit pour le profit de quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est votre tour, et le refrain a encore changé. L'épargne est dépassée, dit-on. L'immobilier est trop lent. La décision intelligente est d'investir dans les marchés, les fonds, les crypto-monnaies, tout ce qui brille aujourd'hui. Et ne laissez pas votre argent dormir, insistent que les slogans. Faites-le travailler pour vous, mais pour la plupart, ce n'est pas le cas. Le marché qui monte toujours sait aussi comment chuter et exactement sur qui il va atterrir. Et lorsque la crypto s'est effondrée en 2022, 2000 milliards de dollars de richesses papier ont disparu. Des millions d'investisseurs ordinaires, armés d'optimisme et d'applications mobiles, ont vu leur fortune numérique s'évaporer du jour au lendemain. Les fonds de pension autrefois qualifiés de « à faible risque » se sont avérés remplis de produits dérivés cachés. Même le système néerlandais,
pourtant discipliné, a réduit les prestations des retraités, car les chiffres ne correspondaient plus aux promesses. Chaque génération joue selon de nouvelles règles. Pourtant, le résultat est toujours le même. La richesse monte, les pertes descendent. En y regardant de plus près, le schéma est mécanique. L'inflation vole les salaires et les économies sans protestation. Les bulles spéculatives attirent les gens, gonflent leurs espoirs, puis éclatent, transférant la valeur du plus grand nombre vers une minorité. Et la dette ouvre la voie à tout cela, liant les gens à des paiements qui survivent aux opportunités. Sont les rouages qui font tourner la pyramide. L'histoire ne les a pas inventés hier. Dans la Rome antique, les empereurs ont réduit la teneur en argent de leurs pièces jusqu'à ce que le denier vaille moins que son éclat. Dans l'Allemagne de Weimar, les économies se sont transformées en confettis, tandis que les usines et les terres agricoles ont permis à leurs propriétaires de rester riches. Après le krach de 2008, les retraités grecs ont vu disparaître des décennies de cotisations, tandis que les créanciers étrangers encaissaient. La formule ne change jamais. Dévaluer, gonfler, effondrer, extraire. Et pourtant, chaque génération croit que cette fois-ci sera différente. Mais tout le monde n'a pas perdu. Dans chaque ruée vers l'or, ce ne sont pas les mineurs qui sont devenus des légendes, mais les marchands. Lévi-Strauss a vendu du denim à ceux qui poursuivaient leurs rêves et a bâti un empire qui leur a survécu à tous. Samuel Brannan a vendu des pelles et a fait fortune pendant que d'autres creusaient leur propre ruine. Pendant la dépréciation monétaire de Rome, les propriétaires terriens et les commerçants ont conservé leur pouvoir, tandis que les citoyens s'accrochaient à des pièces de monnaie qui perdaient de leur valeur. Lorsque la Grande Dépression a écrasé les investisseurs, les propriétaires de services publics, de chemins de fer et de fournisseurs alimentaires ont résisté. La leçon est évidente. La foule court vers la promesse. Quelques-uns restent fidèles à la permanence. Alors, qu'est-ce que la permanence aujourd'hui? Ce n'est pas un compte d'épargne qui rapporte moins que l'inflation. Ce n'est pas une maison qui draine de l'argent chaque mois tout en prétendant prendre de la valeur. Et ce n'est certainement pas un jeton numérique qui fluctue de 50% en une nuit. La véritable richesse réside dans les choses qui conservent ou produisent de la valeur au fil du temps, dans les compétences que personne ne peut dévaloriser, dans les entreprises qui fournissent ce dont les gens ont besoin, dans les actifs productifs qui rapportent eux-mêmes lorsque les marchés sont secoués. Cela semble banal. Ça l'est. C'est pourquoi la plupart des gens l'ignorent. Mais ces actifs discrets et démodés, fermes, outils, entreprises locales, compétences utiles, survivent à toutes les bulles parce qu'ils créent quelque chose de réel. Ils ne dépendent pas de la peur ou de l'excitation des autres pour rester en vie. Vos grands-parents ont perdu face à l'inflation parce qu'ils faisaient confiance à l'épargne. Vos parents ont perdu à cause de la dette parce qu'ils faisaient confiance à l'immobilier. Vos pères risquent de perdre à cause de la spéculation parce qu'ils font confiance à des marchés fondés sur l'émotion. Les conseils changent, mais le piège reste le même. La véritable erreur n'est pas de croire à de mauvais conseils, mais de croire que le système est conçu pour votre réussite. Une fois que vous cessez d'y croire, vous êtes libre de vous en éloigner. La liberté, ici, n'est pas une rébellion, c'est la clarté. C'est comprendre que la richesse fondée sur le battage médiatique n'est qu'un sursis. C'est savoir que la sécurité vendue aux masses est rarement sûre. Lorsque vous cessez de suivre les règles héritées, vous commencez à écrire les vôtres, des règles fondées sur des choses que vous pouvez voir, toucher et maintenir. Cela peut signifier apprendre à gagner de l'argent grâce à vos compétences plutôt que de le stocker dans votre épargne. Cela peut signifier louer un logement pendant que vous développez votre entreprise plutôt que d'être propriétaire d'une maison qui vous possède.
Cela peut signifier détenir des actifs qui nourrissent ou alimentent les communautés plutôt que de courir après des pièces qui n'existent que sur des serveurs. Les détails varient, mais le principe reste le même. Construire ce qui dure, posséder ce qui produit, valoriser ce qui perdure. L'histoire nous murmure le même refrain. Les mineurs disparaissent, les marchands restent. Les épargnants s'effacent, les constructeurs persistants. Chaque empire, chaque marché, chaque génération a sa route promise vers la sécurité et sa route tranquille vers la liberté. La première est encombrée, la seconde est étroite, mais elle mène à quelque chose de solide. Alors, lorsque vous entendrez parler de la prochaine nouvelle règle, du prochain pari sûr, du prochain chemin facile, souvenez-vous de ce qui est réellement vendu. Le jeu est ancien, seul l'emballage change. L'inflation, la dette et la spéculation continueront de tourner en boucle, car elles sont le moteur des systèmes qui ont besoin que vous y croyiez. Mais la croyance est facultative. La prise de conscience ne l'est pas. Brisez le schéma. Ne laissez pas vos économies fondre, votre hypothèque vous lier ou votre portefeuille vous aveugler, au lieu de la siphonner. C'est la différence entre être le mineur qui cherche de l'or et le marchand qui vend des pelles depuis des générations. Et lorsque la prochaine crise arrivera, comme c'est toujours le cas, vous vous retrouverez toujours debout, toujours productif, toujours libre, car la vraie richesse ne crie pas, elle dure.